Le patronyme Lynck flotte dans notre conscience. Il est associé à un événement politique majeur de notre mémoire, qui est un marqueur héroïque pour certains, une cassure dramatique pour d'autres. De drame, il va en être question dans la vie de Charles Lynck, mais aussi d'une résurrection, avec ou sans filtre. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Oh. Bienvenue dans votre vie, Charles. Venez, c'est par là que ça se passe, tiens. On va retracer votre vie à travers les photos. Les photos emblématiques, hein. Ah là là. Et tout commence là. Ah là là, tout a commencé là. On est où, là? On est à Quercitello. Quercitello, c'est un petit village dans la Castagniccia. Et tout petit village, hein. Et des gens très sympathiques, très gentils. Et c'était le village de ma mère. C'est une Pompéi, c'est une Pompéi, votre maman. C'est oui, Pompéi. Et du côté de mon père, c'était un Lynck qui a croisé des Franceschi. Et les Franceschi, c'était du côté, non pas de Quercitello, mais de Matre, aussi dans la Castagniccia, un petit pays où j'ai grandi voilà. On va y retourner à Matre. Mais pourquoi ils se marient là, à Quercitello, dans ce petit... Avant, on se mariait chez la femme. Ouais, pour ça. Il fallait se marier chez la femme. Et on ne discutait pas. Déjà, c'était l'émancipation. Alors, on va voir, parce que là, la photo est de mauvaise qualité. On va aller plutôt sur des photos de meilleure qualité. Venez avec moi, ici, là. Voilà. Et on va commencer avec Pierrot. Pierrot. Votre papa. Docteur. Voilà. Il n'y avait pas de docteur dans la famille. Et bien, ça a été le premier, Pierrot, médecin généraliste. Et alors, il aurait voulu faire de la chirurgie. Et à cette époque-là, déjà, être médecin, c'était bien. Alors, chirurgien, il n'a pas pu parce qu'il y a eu la guerre. Et moi, je suis resté avec l'idée de mon père qui voulait être chirurgien, qui n'a pas été chirurgien parce qu'il n'a pas pu le faire, parce que je ne m'occupais pas, il n'a pas été. Et j'ai un souvenir là-dessus. On était à la villa, et il y avait la belette. Et on avait des poules. Et il y avait la belette qui avait attrapé une poule, quoi. Et la poule, il y avait du sang partout. Moi, j'étais tout gosse comme ça, hein. Il y avait du sang partout, et alors on disait, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va... Bon, moi, je disais la poule, moi, je pensais qu'on allait la tuer, parce qu'il y avait ça partout. Et puis, il n'arriverait jamais à la sauver. Et il a dit, on va essayer de la recoudre. Alors, il l'a recousue, et la poule, elle s'en est sortie. Et je te dis pas, là, je dis, putain, le mec, il est fort, hein. Alors, il était fort, votre père, voilà, effectivement. Il était fort. Mais il n'était pas particulièrement... comment dire? Avec vous, c'était quelqu'un qui vous impressionnait beaucoup, votre père. C'est quelqu'un qui vous faisait presque limite peur, non? Peur. Mais injustifié. Injustifié, très, très... Il n'avait pas eu de père. Lui. Il n'avait pas eu de père. Donc il a été élevé à la mode corse, chez l'oncle, la tante, la famille, tout ça. Et ça lui a manqué, donc il a voulu faire une présence. Et puis c'était pas l'époque où on avait des relations affectives avec son père. Voilà. Il fallait être un homme. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. On va se rapprocher un petit peu, la photo du fond. Ah. C'est parce que vous allez habiter au Sanguinaire. Oui, bien sûr. Elle est belle, cette photo. La photo est belle parce que c'est là où il va y avoir quelque chose qui va se passer avec votre papa. La première vraie marque d'affection, c'est ici, ça regarde la mer. Le seul souvenir que j'ai de mon père, c'était quand le matin, je me levais, et lui, il était assis à la fenêtre donnée sur la mer, et il était comme ça, et moi, je me levais, il faisait froid, parce qu'il n'y avait pas de chauffage central à cette époque-là, donc, et moi, j'allais me blottir contre lui. C'est le seul moment d'intimité que j'ai eu avec lui. Et il m'avait accepté sans aucun problème, quoi. Et donc, ces choses-là, et ça reste... Gravé. Ça reste aggravé dans mon gis, quoi. Ouais. Voilà, dans mon cœur. Et c'est la vie, hein. Et puis c'est très bien, oui. On a vu votre papa, on va passer à votre mère. Venez avec moi. Allez, passez par où vous voulez, venez avec moi. Venez. Maman. Elle vous a un petit peu tard, votre mère. Hein? Quel âge elle a quand... J'étais le numéro 5, elle devait avoir autour de 40 ans. Hein. 40 ans. Ouais. On est face à elle, là. Ouais. C'était qui, Marianne? Marianne, c'était une sainte. Et c'était une sainte, et voilà. Et alors, c'est marrant, parce que juste à côté, il y a... Voilà l'idéal, et voilà le réel. Avec ou sans filtre. Là, c'était avec filtre.
Et là, c'était sans filtre. Angèle, c'était après la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins. Et dans les familles bourgeoises, puisque je suis une famille bourgeoise, et voilà, on récupérait des orphelins pour les garder à la maison. Ça faisait qu'on pouvait les nourrir, on pouvait les habiller, on pouvait leur donner à manger. Et en échange, ils aidaient la femme d'intérieur à faire tourner la boutique. Voilà. Et cette pauvre femme, elle avait tellement de choses à s'occuper. On était 10 à la maison, ça veut dire les 6 enfants, la grand-mère, mon père, ma mère et Angèle. Donc on était 10 à table. Alors ça faisait des tablés, quoi. Voilà. Et pourquoi avec filtre et sans filtre? Avec filtre, c'est l'idée de la mère idéale et tout ça. Et sans filtre, c'était celle qui, quand j'étais petit, nous lavait les pieds. Celle, quand j'avais des trucs qui n'arrivaient pas à se faire, elle les faisait pour moi. Et on ne demandait pas, on allait voir Angèle. Voilà. Ah oui. C'est C'était marrant. même une espèce de substitut affectif aussi. Et là, c'est totalement inconscient, parce que moi, ma mère, c'était ma mère, et Angèle, c'était Angèle. C'était pas du tout pareil. Et puis, avec le recul, avec les ans qui passent, on voit qu'elle était parfaite, et elle était réaliste. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que les gosses, il vaut mieux toujours s'en occuper soi-même, plutôt que de les laisser s'occuper par quelqu'un d'autre. On en arrive à vous. On a eu quelques indices sur votre personnalité. On a vous. Ouais. Numéro 5, donc, de la famille. Et voilà le numéro 6, Et la dernière, Zabeth. Elisabeth. On l'appelle Zabeth. Zabeth. Voilà. Parlez-moi un petit peu de ce jeune homme là qu'on voit justement dans la maison des sanguinaires là. Je pesais 63 kilos. J'en fais 40. 30 ou 40 de plus. Mais vous êtes magnifique là. Ah oui. Et cette beauté justement cache quand même une hypersensibilité, vous nous l'avez dit. Ah, de toute façon, il y a une hypersensibilité. Plus ça passe, plus je m'en rends compte. Et je pense que c'est une richesse. Mais vous savez, si tu as décidé de ne plus t'endurcir, il faut accepter de souffrir. Mais c'est la réserve par rapport à son histoire, quoi. Eh ben, l'histoire, on va la découvrir, votre histoire, parce que votre histoire, elle va être complexe. Ce jeune homme-là, que va-t-il devenir? Il va y avoir un événement qui va vraiment bousculer votre destin. Et on va pas en parler là. Oui. Venez, on va en parler là. Oui. Allez, Le coup de tonnerre dans le ciel serein, comme on disait en médecine. Voilà, exactement. Le coup de tonnerre dans le ciel serein. Allez, prenez place, Charles. Merci. Et le coup du destin. Le coup du destin, c'est C'est l'arrivée de cet homme, en fait. à la fin des sens. Ouais. Oui. Gaston Oui. Lessens, qui débarque en Corse. Oui. C'est quelqu'un qui arrive au début des années 60, Oui. avec un sérum qui va guérir. L'anablast, Ouais. qui est un sérum qui guérirait les cancers. En fait, il arrive et effectivement, il y a un enthousiasme derrière lui. Et votre père, finalement, qui est à l'époque qui est le directeur de la santé publique, l'accueille de façon polie. Et il reste avec Gaston Lessens. De façon polie, oui. Il appréciait, je pense, cette personne-là. Et un jour, le verdict tombe, le sérum de Lessens ne marche pas. Voilà. Et vous vous souvenez de ce jour-là, quand ça se passe là? Un peu, oui, je me souviens qu'il a dit, ben écoutez, vous pensiez que, parce qu'on en a parlé, parce qu'on était tous déçus, toute la Corse était déçue, quoi. Et à la maison, pareil, quoi, hein, voilà. Et il a dit, ben oui, mais c'est malheureux, mais je dois vous dire que ce mec-là, ben ça marche pas, quoi. Donc on peut rien en faire. Et là, autant c'est venu d'un coup, autant c'est reparti à la même vitesse et on n'en a plus parlé. Mais ça a fait du dégât parce que il s'en est pas remis, quoi. Ouais, parce que exactement, il s'en remet pas parce qu'effectivement Lessens s'en va et lui, il meurt quelques années après en fait finalement. Il meurt de quelques mois. Oui. Quelques mois après. Oui. Et oui.
parce que la rencontre, avec ou sans filtre, la tienne. Avant, c'était avec le filtre de la médiatisation, une certaine notoriété, tout ça. Et sans filtre, c'est quand tout s'en face. Voilà. Et moi, j'ai 16 ans. Ouais. Vous perdez votre phare, là. Comment vous réagissez quand... Voilà, c'est le totem. Le totem tout-puissant qui est fauché, quoi. Et surtout que, quelque temps après, il y a elle qui disparaît. Voilà. Claudine Orlando, elle s'était mariée avec un monsieur Orlando, un gentil garçon, et qui meurt d'une... c'est d'un lupus maintenant, c'est d'un lupus, voilà, à 30 ans, 32 ans, 33 ans, alors qu'elle était enceinte. Et elle a fait une fausse couche. Votre sœur aînée. Ouais. C'est une catastrophe dans la famille. Et alors, je me suis permis de matérialiser ça avec cette photo-là. Et suite au décès de votre sœur, en fait, ouais. Il y a cette photo au-dessus de la cheminée, la photo de votre père. Et là, il y a votre mère qui a une réaction... Elle a dit, sur un ton de reproche, alors que mon père s'occupait de tout, quoi, il tenait tout le monde. Elle a dit, oui, toi, de toute façon, tu es un salaud, tu nous as tous laissé tomber. Tu nous as tous laissé tomber. Et alors là, cette phrase-là, quand j'ai eu à y repenser, je me suis rendu compte que c'était une phrase que j'avais enfouie au plus profond de moi. Pas par culpabilité, puisque c'était pas de ma faute, hein, voilà. Mais que le fait d'évoquer cette situation a fait remonter cette phrase où moi, le petit derrière sa mère, suivait sa mère à le juger responsable de sa mort et de nous avoir abandonnés. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et du coup, justement, vous avez votre vie à faire, là. Et là, il y a quelqu'un à Ajaccio, c'est un fils de médecin qui vous dit... qu'est-ce qu'il vous dit, d'ailleurs? Ben, moi, j'étais... Comment dire? J'étais bon en tout et moyen en rien, et propre à rien, quoi. Il s'appelait Jean-Claude Rémy. Ouais. Et puis il était venu, et puis on a discuté et il faisait médecine. Et il m'a dit, mais tu sais, médecine, c'est pas la peine d'être intelligent. Si tu travailles, tu réussis. Si tu travailles, tu réussis. Je vais dire, eh bien, je vais travailler. Ouais, et vous allez même bien travailler, voilà. Parce que... Et voilà, j'ai bien travaillé. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez bien comme ça, que vous accrochiez alors que vous étiez un élève vraiment en moyen, quoi? Oh, vraiment moyen. Qu'est-ce qui fait que vous accrochiez comme ça, que il fallait réussir à tout prix? Pourquoi? Les nerfs. Les nerfs? Les nerfs, la volonté, les nerfs de quoi? De ne pas lâcher. Vous savez, quand vous vous accrochez à un truc... Pourquoi il ne fallait pas lâcher, Charles? Parce qu'il ne fallait pas lâcher. Ça ne se commande pas, ça. C'est comme ça, quoi. Ou alors, il ne fallait pas commencer, quoi. Médecin, mais vous allez aller plus loin. On a parlé dans la première partie que votre père voulait faire chirurgie et qu'il n'avait pas pu faire parce qu'au sortir de la guerre, il n'y avait pas d'école de chirurgie. Et vous faites chirurgien. Eh oui. Pourquoi? Quand vous faites chirurgie, il y a quelque chose à faire. Il y a l'intelligence pratique et l'intelligence intellectuelle. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais si vous leur dites de faire ça et de mettre ça là, ils vont mettre 1 heure à faire le geste qu'il faut. Ailleurs, il y en a d'autres, tu leur dis faites ça, pop, c'est fait. Ça s'appelle l'intelligence pratique. Et moi, j'avais cette intelligence pratique, et donc voilà. Et puis j'aime bien quand on décide de faire. Et quand on fait, il faut savoir que si on se trompe, on ne va pas refaire. Complètement. Mais ça n'a pas été si évident que ça, justement, la chirurgie, parce que vous vous souvenez de la première fois que vous rentrez en bloc opératoire, quand même? Oui, mais je tombais dans les pommes. Et la deuxième fois? Je tombais dans les pommes. Et la troisième fois, je me suis accroché là, ici, je me pinçais sous la blouse en disant tu vas pas tomber, tu vas pas tomber, tu vas pas tomber. Et ben je suis pas tombé. Donc là, la vie
réussite sociale, hein, vous êtes un peu le héros de la famille, tout va bien, hein, la vie est belle, en tout cas, il y a les apparences de la réussite. Et puis, énième coup du destin, énième coup du destin. Eh oui. Liberta, liberta, liberta. Voilà. Elle est morte pour ça. Les événements de la rue Fesch, vous savez, Bastilica Fesch. Bastilica Fesch, et elle est rentrée avec deux de ses copines en voiture, et puis il y a un gars qui a tiré, et puis elle est morte comme ça, quoi. Voilà. C'est votre sœur? C'est ma sœur, c'est Michel. Michel Linck. Michel Linck, c'est votre sœur. Ouais. Parlez-nous un peu de Michel. Un tempérament, avec une forme de spontanéité et tout ça, que je retrouve chez une de mes enfants. Très vive. Voilà, c'était très vive et voilà. Qui aimait la vie, mais qui savait que sa vie ne serait pas Qui forcément aimait la longue. vie et qui m'avait dit un jour, tu sais, moi je ne vivrai pas vieille. Bon, je dis, ben bon, quand vous avez 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que vous dites? C'est des conneries qu'elle raconte là. Et puis voilà. Vous apprenez ça quand vous êtes à Grenoble, hein, Voilà, 2 heures du matin. vous descendez exprès, vous passez toute la nuit à la veillée, je crois, Voilà. tout seul. Ouais. Quand vous ressortez, vous voyez des gens qui rigolent dans la rue, vous dites, je suis plus en adéquation avec ce monde, presque. Voilà, c'est le décalage, quoi. Ouais, c'est sans phare et avec phare. On met le phare pour exister et sans phare pour supporter, quoi. Ouais. Et vous remontez sur Grenoble, et il y a eu, en fait, qui vous aide à retrouver un peu le goût à la vie. Hein, c'est le rugby, c'est... C'est un sport d'homme. hein, et C'est un sport d'homme. On rencontre des... Moi, ça m'a appris à surmonter la peur physique. Ouais. Vous savez, quand vous faites du sport et qu'il y a un affrontement, hein, voilà. Et ben, derrière l'affrontement, il faut continuer à garder le sens du jeu, de savoir ce qu'on a appris et tout ça. Donc, de ne pas se laisser envahir par l'émotion et de surmonter cette émotion. Et ça, je pense que ça fait des... Je suis assez content de voir. Mais vous allez quand même avoir 2 belles émotions à Grenoble. Là, vous allez rencontrer la femme de votre vie, qui va vous donner des enfants, et puis vous allez tomber amoureux d'une discipline qui va être le fil rouge de votre vie. On va pas en parler là, on va en parler dehors. Ok, Ouais. Charles, allez, venez avec moi. Ouais. Pour un chirurgien, c'est pas mal d'avoir découvert cette discipline. Hein. J'en suis sûr. Ouais. Voilà, c'est ici que ça se passe, Charles. Oui. Oui. Et donc, vous tombez, alors amoureux, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, la gynécologie. Mon idée était de faire de la neurochirurgie. Ouais. Et puis, il y a eu, dans mon internat, il y a eu une année, et puis ensuite, j'ai dû changer. On fait des stages tous les 6 mois. Et il y avait un stage ou de maxillofacial ou de gynéco. Et j'ai pris la gynéco. Alors, et là, au bout d'1 mois, je savais que c'était ma voie, quoi. Ah ouais. Ah, ça a été fantastique. Ça a été fantastique. C'est un univers que, moi, le sportif, à fond la caisse. Et là, d'arriver dans l'univers de la naissance. L'univers de la naissance. Oh. L'univers de la femme. L'univers de la femme. L'univers des femmes. Je dois ma vie, ma réussite aux femmes. Mais je ne suis pas seul, je crois. Comme nous tous. Et c'est vous, là, à cette période-là, hein, vous êtes un homme installé, justement. Vous êtes chef de service. Oui. Vous êtes un homme dur. Oui. Ça rigole pas avec vous. Oui. Hein. Et puis un jour, à ce moment-là, justement, ou quelques temps après, en tout cas, quand arrive pas loin de la retraite, je dirais, vous êtes en famille, et il y a la télé en fond. Et à un moment donné, il y a la messe. Et là, j'entends un gars qui parlait, et qui parlait d'amour, qui parlait de respect, qui parlait de don, qui parlait de générosité.
Et c'était le curé à la messe d'Antenne 2, là, vous savez, le dimanche de la messe, et qui parlait de ça. Et j'ai entendu ça, et ça m'a... Dans le monde où on était, c'était... Il fallait pas rigoler, quoi. Hein. Il fallait exister. Et j'ai eu ça. Et alors, moi, j'étais un rationaliste pur et dur. Et ça vous fait déjà, ça vous touche, parce que vous allez vous mettre dans un coin de la pièce. Ah oui, mais c'est affreux, quoi. C'est affreux, parce que je me tourne et je me dis, mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi il parle comme ça et tout et tout. Mais surtout, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes un peu un tétraplégique de l'âme. Ah. C'est que ces sentiments, effectivement, vous vous cachez pour les montrer finalement. Ah. Et vous décidez, justement, à ce moment-là, eh bien, d'explorer le monde de l'esprit, le monde de votre âme. Vous décidez d'explorer votre âme. Ouais. Et ça se matérialise comme ceci, Charles. Ah, mon ami Spinoza. D'abord avec Spinoza. Mon ami Spinoza. Spinoza, dont on dit qu'il a prouvé l'existence de Dieu. Donc vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? À ce moment-là, moi je dis, il faut maintenant que tu réfléchisses, et il faut que tu t'engages, et il ne faut pas que tu mollisses, quoi. Ouais. Et Spinoza, si vous lisez l'éthique de... C'était à Ajaccio. On ne peut pas lire l'éthique de Spinoza, Charles. On ne peut pas. Ouais, il faut la lire. À Ajaccio, à Hachette, vous savez, sur la rue Fèche, tout ça. Et je rentre dans le truc, je dis, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux prendre sur Spinoza? Ah ben, dit Spinoza, prenez l'éthique. Il y a un truc à lire, c'est l'éthique. Mais j'ai acheté l'éthique. L'éthique de Spinoza. Et j'ai commencé. J'ai mis 20 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais une fois que j'ai compris ce qu'il voulait dire, je me suis dit, mais mon vieux, ce mec-là, il a fait pour l'esprit la même chose que l'on fait quand on fait pour le corps l'étude de l'anatomie. C'est un anatomiste de l'âme. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Et vous faites vous-même votre schéma, le monde de l'esprit. Hein. Alors c'est hyper complexe, on ne va pas le décrire, mais vous êtes dans cette exploration de l'esprit et vous devenez un homme libre. Vous vous libérez de beaucoup de choses grâce à ça. On peut le dire, Charles. Mais de se libérer soi, c'est une chose. Ce qui est important dans la vie aussi, c'est de libérer les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis 7 diapositives. Vous écrivez ce livre. Quand on est une femme. Quand on est une femme, c'est le fruit de votre expérience de gynéco. De gynéco. Vous avez interviewé pas loin de 900 femmes. Plus de 900 femmes. Et il y a une conversation fondatrice, qui est laquelle? Plus de 900 femmes, il y a... C'était des entretiens. Et dont le but, c'est d'arriver à faire visualiser l'enfant qu'on est au fond de soi et de lui faire admettre que cet enfant a plus de valeur qu'on pensait qu'elle avait, quoi. Et elle tourne autour. Alors, je dis, mais madame, écoutez, arrêtez. Ben, dites-lui que vous l'aimez, cette gosse. Dites-lui que vous n'avez pas honte d'elle. Et là, elle part en pleurs. Et j'entends, alors moi, j'entends en train de dire, je n'ai pas, je t'aime, en pleurant. Alors là, je m'arrête. Je me dis, tu fais tout ce baratin, et tu vois que de tout le baratin, ça fait rien, mais quand tu lui fais dire, je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux, la femme, à l'enfant qu'elle était au fond de son cœur, et quand tu lui fais dire, je t'aime, et c'est là où tout sort, quoi. Et c'est normal, parce que c'est pas la même chose pour réfléchir et pour aimer. Voilà, c'est pas la même chose. Et cette phrase, justement, que vous vous en emparez, et vous le faites dire à beaucoup de monde, en fait. Et vous vérifiez sur énormément de monde que les 2 phrases que vous allez nous répéter, là, parce que il faudrait que chacun les dise, en fait. C'est ça, hein? C'est quoi ces 2 phrases, Charles? Vous appelez Luc, cher monsieur. Vous allez dire, Luc, je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux. Et vous allez lui dire, Luc, je t'aime. Et quand vous allez le dire, et puisque c'est votre émission, ben vous allez le faire, je l'espère, vous allez sentir qu'en Luc se développe une puissance énergétique phénoménale. Voilà. Et il suffit de le faire. Et il suffit de le faire, parce que quand on le pense sans le dire, ça ne sert à rien. Mais quand on le dit, même sans le penser, à la limite, on le dit, mais les oreilles, ça sort de la bouche, et ça re-rentre par les oreilles, qui à ce moment-là débouchent les oreilles qui étaient incirconcises. Parce qu'on n'a jamais entendu dire « je t'aime » quand on était enfant.
Et vous-même, d'ailleurs, votre maman, vous ne vous souvenez pas quand elle vous a dit je n'ai pas souvenir de quand elle me le disait. C'est phénoménal. Hein. Mais ça le livre, c'est Lucien Charles. Pourquoi c'est pas Charles Linck? Parce que je m'appelle Lucien Charles. On enlève le nom, donc. Lucien de Lucie, ma grand-mère, Lucie Lefebvre, et Charles pour De Gaulle. Rien que ça. C'était après la guerre. Voilà. Et cher Lucien Charles, eh ben, ça sera la dernière image, justement. Vous écrivez maintenant, hein, beaucoup, vous écrivez beaucoup de livres. Un de vos derniers livres, Soi-même, l'autre et les autres, justement. C'est votre vie aujourd'hui, Charles, vous-même. Ouais. L'autre, de manière générale, le petit enfant, le jour de la communion, justement. Et je vous ai mis avec une petite fille. Ah. Vous avez eu 4 enfants, 3 filles et un fils. 3 filles et un garçon. Une fille qui est chirurgien. Oui. Une fille qui est neurologue. Oui. Hein? Oui. Une qui est musicienne. Et votre fils, il est plutôt dans l'armée. Dans l'armée. À l'armement. Vous occupez votre temps maintenant à quoi? Mes livres, mes amis, et la paix de l'âme. Et voilà. Et je dis que la vie, on a à se battre, mais à la fin des fins, on gagne toujours. Allez, venez à côté de moi. La dernière photo, c'est moi. Hein. Voilà. Merci infiniment, Charles. Merci infiniment pour votre venue. Merci. C'est moi qui vous remercie parce que... Continuez le combat. On continue le combat. À bientôt.